Mes parents ont vidé le fonds universitaire que mon grand-père m'avait laissé pour renflouer ma sœur. Puis ils ont ri. Des années plus tard, quand j'ai gagné mon premier million, j'ai donné 500 000 $ à la sœur que mes parents m'avaient appris à détester. Je vais vous raconter une histoire sur la façon dont mes parents m'ont volé 120 000 $. Ils en ont ri, puis n'ont pas compris pourquoi j'ai donné un demi-million de dollars à une femme qu'ils m'avaient décrite toute ma vie comme étant le diable en personne. Si cela vous semble beaucoup, restez avec moi. Ça empire avant de s'améliorer. Je m'appelle Blake. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne près de Houston. Mon père, Craig, travaillait dans la logistique pour une entreprise de services pétroliers. Ma mère, Laurie, était directrice d'un cabinet dentaire. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement. Une maison avec 3 chambres, 2 voitures dans l'allée, un quartier avec une piscine communautaire, bref, une vie normale. Ma sœur, Noël, a 3 ans de plus que moi, et je veux être juste envers elle ici, car je pense qu'il est important de comprendre à qui nous avons affaire. Noël n'est pas un monstre. Elle est charmante, vraiment charmante, le genre de personne qui entre dans une pièce et vers qui les gens convergent naturellement. Elle est drôle, elle a de l'assurance, et quand elle vous parle, elle vous donne l'impression d'être la seule personne qui compte au monde. Elle est aussi totalement imperméable aux conséquences. Je ne dis pas ça comme une insulte, mais plutôt comme une observation clinique. Chaque fois que Noël prenait une mauvaise décision, et il y en a eu beaucoup, quelqu'un était là pour la rattraper. Mes parents l'ont sortie de ses dettes de carte de crédit quand elle avait 22 ans. Ils se sont portés garants pour le bail d'une boutique de vêtements qui n'a duré que 11 mois. Ils ont payé son loyer quand elle a déménagé à Austin pour se trouver. Ils ont remboursé une voiture pour laquelle elle avait arrêté les paiements. À chaque fois, la rengaine était la même. Noël a du potentiel. Noël a juste besoin d'une chance de plus. Noël va accomplir des choses extraordinaires. Moi, j'étais le plus discret. J'avais des notes correctes. Je ne causais pas de problème. J'ai joué au baseball jusqu'en première. Je travaillais dans un atelier de réparation de bateaux le week-end, parce que j'aimais travailler de mes mains. Je n'étais pas l'enfant dont il se vantait lors des dîners, mais je n'étais pas non plus celui pour qui il s'inquiétait. J'étais juste là. La seule personne qui me voyait différemment était mon grand-père. Tout le monde l'appelait Pop. C'était le père de ma mère, un tuyauteur à la retraite qui avait passé 40 ans à travailler dans des raffineries le long de la côte du Golfe. Des mains comme du cuir, une voix rocailleuse. Il sentait le tabac à pipe et le WD-40, et c'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Pop m'emmenait pêcher le samedi. Juste moi, pas Noël. Elle n'était pas intéressée, et il n'insistait pas. Ces matinées sur l'eau étaient les seuls moments de mon enfance où je sentais que quelqu'un me prêtait vraiment attention, à moi spécifiquement. Pas à la famille, pas à ce que je pouvais faire pour quelqu'un, juste à moi. C'est toi qui vas t'en sortir, Blake, m'a-t-il dit un jour. Nous étions assis dans son bateau sur la baie de Galveston, sans rien attraper du tout. J'avais peut-être 13 ans. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai de la chance? Il a ri. Parce que tu n'as besoin de personne pour te dire ce que tu vaux. Pop est mort quand j'avais 15 ans. Une crise cardiaque dans son sommeil. L'enterrement était immense. Il connaissait tout le monde. Ma mère a pleuré pendant des semaines. Noël a publié un long hommage sur les réseaux sociaux, disant qu'il était son rock, même si elle lui avait rendu visite peut-être 4 fois au cours des 2 dernières années de sa vie. Ce que Pop m'a laissé, c'était un fonds pour l'université. Il l'avait créé des années auparavant, un compte en fiducie avec environ 120 000 $. Mes parents en étaient les dépositaires jusqu'à mes 18 ans. Pop m'en avait parlé le dernier Noël avant sa mort. Il m'avait pris à part dans la cuisine pendant que tout le monde regardait Noël ouvrir ses cadeaux. Il y a de l'argent mis de côté pour toi, m'a-t-il dit doucement. Pour l'école, pour tout ce qui viendra après. Tes parents sont au courant. C'est à toi, Blake. Ne laisse personne te dire le contraire. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. J'avais 15 ans. 120 000 $, ça aurait pu être 1 million. C'était abstrait, mais je me suis souvenu de ce qu'il avait dit. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait regardé en le disant, comme s'il essayait de le graver dans ma mémoire. Avance rapide jusqu'au printemps de ma première. J'avais 17 ans.
J'avais commencé à regarder les universités. Rien d'extravagant. Je pensais à la biologie marine, ou peut-être à l'ingénierie océanique. J'avais toujours aimé l'eau. Les sorties de pêche de Pop s'étaient transformées en quelque chose de plus profond. Je voulais travailler sur le golfe, près de lui, dedans. Un conseiller d'orientation m'avait aidé à dresser une liste de programmes que je pouvais me permettre avec le fonds, plus quelques aides financières. Un après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine. Rien d'inhabituel en soi, mais l'ambiance était pesante. Ma mère avait ce regard qu'elle prend quand elle a déjà décidé de la tournure que prendra une conversation. Mon père fixait ses mains. « Assieds-toi, Blake » a dit ma mère. Je me suis assis. Nous devons parler de la situation de Noël. La situation de Noël. C'était toujours l'expression utilisée. Jamais le bazar de Noël ou les choix de Noël. Toujours ça, situation. Comme si c'était quelque chose qui lui était arrivé, au lieu de quelque chose qu'elle avait créé. Pour faire court, la boutique de Noël avait coulé. Elle avait accumulé plus de 80 000 $ de dettes personnelles sur ses cartes de crédit en essayant de la maintenir à flot. Les créanciers menaçaient d'engager des poursuites judiciaires. Elle avait également pris du retard sur le loyer de son appartement et le paiement de sa voiture. Le total des dégâts s'élevait à environ 120 000 $. Je suis sûr que tu vois où nous voulons en venir. Nous avons dû prendre des décisions difficiles, a dit ma mère. Elle a utilisé cette voix calme qu'elle emploie toujours lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose de terrible, comme un médecin annonçant une mauvaise nouvelle. Nous avons utilisé l'argent du fonds de ton grand-père pour aider ta sœur à se remettre sur pied. Je suis resté assis là. Je crois que je lui ai demandé de répéter. Elle l'a fait. La totalité, Blake. Elle allait être poursuivie. Elle aurait pu se retrouver avec un jugement contre elle. Son crédit aurait été détruit. La totalité, ai-je répété. Ce n'était pas une question cette fois. Mon père a enfin levé les yeux. On va trouver une solution pour toi. Les aides financières, les bourses, il y a des options. C'était mon argent. Pop a laissé ça pour moi. Et c'est la partie que je n'oublierai jamais. Ma mère s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a dit « Tu t'en sortiras, Blake. » Elle a un avenir qui vaut la peine d'être sauvé. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste baissé les yeux sur ses mains. Je me suis levé de table. Je suis allé dans ma chambre. Je suis resté assis sur mon lit pendant un long moment, sans vraiment penser à rien, juste assis. Au bout d'un moment, j'ai ouvert le classeur où mon père gardait les copies des documents importants. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je voulais voir les relevés de compte. La preuve que l'argent avait bien existé. Le dossier du fonds universitaire était presque vide. Quelques vieux relevés. Une copie des papiers originaux que Pop avait signés. Mais au fond, sous tout le reste, il y avait une enveloppe scellée. Mon nom était écrit dessus, de la main de Pop. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Personne ne l'avait jamais mentionné. Je l'ai tenu dans mes mains un long moment avant de l'ouvrir. C'était une lettre, 2 pages écrites en lettres capitales soignées par Pop. Et la première ligne disait « Blake, si tu lis ceci, c'est que les choses ont pris la tournure que je craignais. » Le deuxième paragraphe mentionnait quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelqu'un que ma mère m'avait appris à détester depuis que j'étais assez grand pour comprendre le mot. Ma tante Diane. Il faut que je vous parle de tante Diane avant d'aborder la lettre, car le contexte est important. En grandissant, tante Diane était une sorte de fantôme familial. La sœur cadette de ma mère. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois, de mémoire, les 2 fois lors de grandes réunions de famille quand j'étais très jeune. Après ça, elle avait tout simplement disparu. Et la version d'elle que j'ai eue de ma mère était simple, Diane était avide. Diane était égoïste. Diane avait essayé de voler la famille après la mort de leur mère. Diane avait choisi l'argent plutôt que le sang. C'était toute l'histoire. Chaque fois que son nom était mentionné, ce qui était rare, ma mère prenait un air pincé et disait quelque chose comme « Certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment, et il faut simplement les croire. » Mon père hochait la tête. Noël hochait la tête. Je hochais la tête. Nous hochions tous la tête. Diane vivait dans le Vermont.
Elle était bibliothécaire scolaire. C'est littéralement tout ce que je savais d'elle. Alors, quand j'ai ouvert la lettre de Pop et que j'ai vu son nom, ma première réaction n'a pas été la curiosité, mais la confusion. Pourquoi Pop m'écrirait-il au sujet de quelqu'un que toute la famille avait rayé de sa vie? Voici ce que disait la lettre, et je paraphrase car c'était 2 pages manuscrites et une partie était personnelle. Mais les points importants étaient les suivants. Pop écrivait qu'il avait créé le fonds universitaire pour moi parce qu'il craignait que mes parents ne donnent toujours la priorité à Noël. Il disait qu'il aimait Noël, mais qu'il voyait la tendance se dessiner et il avait peur que ce soit moi qui en paie le prix. Il disait que l'argent était censé être intouchable, mais il savait qu'avec mes parents comme dépositaires, il y avait un risque. Puis il a écrit ceci: j'ai essayé de faire quelque chose de similaire pour ta tante Diane il y a longtemps. Ta mère s'est assurée que ça ne fonctionne pas. Si jamais tu en as l'occasion, trouve Diane. Demande-lui ce qui s'est passé avec la maison. Elle te dira la vérité. Ta mère ne le fera pas. Il a signé: je suis déjà fier de toi, Pop. J'ai lu cette lettre 4 fois. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe, j'ai mis l'enveloppe dans mon sac à dos et je n'ai dit à personne que je l'avais trouvée. Voici ce qui me passait par la tête. J'avais 17 ans. L'argent pour mes études avait disparu. Ma mère venait de me dire que l'avenir de ma sœur valait plus que le mien. Et maintenant, mon grand-père décédé me disait d'outre-tombe que ma mère avait fait quelque chose de similaire à sa propre sœur. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet. Je pense que j'avais dépassé le stade des larmes. Ce que je ressentais, c'était ce sentiment froid et clair, comme quand on entre dans une eau bien plus froide que prévu et que tout devient net et immobile. Les mois suivants ont été difficiles. J'ai terminé ma première en pilote automatique. J'ai demandé des aides financières et des bourses, comme mon père l'avait suggéré. J'en ai obtenu quelques-unes, mais pas assez, loin d'être assez pour les programmes que j'avais envisagés. Noël, pendant ce temps, se portait à merveille. La dette était effacée. Elle était revenue vivre à la maison temporairement, ce qui est devenu permanent. Elle se recentrait. Elle avait des idées pour une nouvelle entreprise, un projet en ligne cette fois. Mes parents écoutaient son pitch au dîner comme si elle faisait une présentation à des investisseurs, et non aux mêmes personnes qui venaient de réduire mon avenir en cendres pour nettoyer son dernier désastre. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Je veux donner un peu de crédit à mon père ici, parce qu'il a essayé. Un soir, il est entré dans ma chambre, s'est assis au bord de mon lit et a dit: je sais que ce n'est pas juste, Blake. Alors pourquoi as-tu laissé faire? Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit: ta mère y tenait beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en pensais? Il n'a pas répondu. Il m'a juste tapoté le genou et est parti. C'est le plus près que mon père soit jamais arrivé de reconnaître ce qu'ils avaient fait. Une tape sur le genou et une porte qui se ferme. En terminale, j'ai pris une décision. Je n'irai pas dans les universités que j'avais prévues. Je ne pouvais pas me les permettre. Mais je travaillais à l'atelier de réparation de bateaux depuis mes 16 ans, et le propriétaire, un type nommé Dahl, avait des relations dans l'industrie de la plongée commerciale. Il en avait parlé plusieurs fois. Il disait que j'avais le tempérament pour ça. À l'aise dans l'eau, bon avec les outils. Pas du genre à paniquer facilement. Plongée commerciale, soudure sous-marine, inspection de coques, maintenance de pipeline, travaux de sauvetage. C'est l'un de ces métiers dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Le programme de formation était intense mais relativement court. Et le salaire, une fois certifié et expérimenté, est vraiment stupéfiant. On parle de salaire à 6 chiffres en quelques années, et bien au-delà dans les hauts 6 chiffres ou bas 7 chiffres si vous vous spécialisez et prenez les bons contrats. Je me suis inscrit à un programme de plongée en Louisiane à l'automne après mon diplôme. Mes parents n'ont pas essayé de m'en empêcher, mais ils ne m'ont pas non plus acclamé. La réaction de ma mère a été: eh bien, je suppose que tout le monde n'est pas fait pour l'université. Elle l'a dit au dîner, devant Noël. Noël a eu la décence d'avoir l'air au moins mal à l'aise. La seule personne qui m'a soutenu était mon oncle Marcus. Le frère aîné de mon père, un garde-côte à la retraite, qui vivait à Galveston. Quand je lui ai dit ce que je faisais, il a juste hoché la tête et a dit: bien. C'est un travail honnête, et ils te paieront comme il se doit. Oncle Marcus a été la première personne à qui j'ai parlé de la lettre. Pas tout de suite,
mais environ 6 mois après le début de ma formation. Je l'ai appelé un soir depuis mon appartement à Morgan City, en Louisiane. Je lui ai lu le passage sur Tante Diane. Il est resté silencieux 1 minute. Puis il a dit, « Je me suis toujours demandé quand ça allait sortir. » Tu savais? Je connaissais des bribes. Ta mère et Diane se sont disputées au sujet de la succession de ta grand-mère. La maison, ta mère l'a eue. Diane n'a rien eu. L'histoire que ta mère raconte n'est pas exactement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas mon histoire à raconter, Blake. Mais ton grand-père n'avait pas tort. Si tu veux la vérité, va à la source. Je n'ai pas contacté Diane tout de suite. J'étais occupé. La formation était brutale. Des journées de 12 heures, des tests de pression, des certifications de soudure, des protocoles d'urgence. J'étais épuisé d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, et j'adorais ça. Pour la première fois de ma vie, je construisais quelque chose qui était entièrement à moi. Personne n'allait me l'enlever, car personne ne me l'avait donné en premier lieu. Mais la lettre de Pop était dans le tiroir de ma table de chevet, et chaque fois que j'ouvrais ce tiroir, je voyais son écriture. Trouve Diane. Demande-lui ce qui s'est passé avec la maison. 1 an et demi après avoir commencé la plongée, j'ai obtenu ma certification pour la soudure sous-marine. Mon premier vrai contrat était des travaux d'inspection de pipeline dans le golfe du Mexique. 7 jours de travail, 7 jours de repos. L'argent était incroyable. J'avais 20 ans et je gagnais plus que mes 2 parents réunis. Je ne leur ai pas dit. Quand ils demandaient comment se passait le travail, je disais, bien, ça paie les factures. Quand ma mère demandait si j'avais pensé à retourner à l'école pour quelque chose avec plus d'avenir, je disais que j'étais heureux où j'étais. Elle faisait cette grimace qu'elle fait et changeait de sujet. L'entreprise en ligne de Noël avait déjà fait faillite à ce moment-là. Elle travaillait à temps partiel dans un hôtel-boutique et parlait d'obtenir sa licence d'agent immobilier. Mes parents payaient son assurance auto. Un soir, assis dans ma couchette sur un navire de soutien à la plongée quelque part dans le Golfe, j'ai finalement cherché Diane. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Un profil discret. Des photos de son jardin, de sa bibliothèque, de son chat. Elle ressemblait à ma mère, mais en plus douce, en quelque sorte. Moins blindée. J'ai tapé un message, je l'ai effacé, j'en ai tapé un autre, je l'ai effacé aussi. Puis j'ai juste écrit, « Bonjour, tante Diane. C'est Blake, le fils de Laurie. Pop m'a laissé une lettre avant de mourir, et il m'a dit de vous trouver. Je pense qu'il est temps que j'entende votre version de l'histoire. » Elle a répondu en moins d'1 heure. La réponse de Diane était plus longue que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit qu'elle attendait ce message depuis des années. Pas de moi spécifiquement, mais de quelqu'un, n'importe qui dans la famille qui voudrait enfin entendre la véritable histoire. Nous nous sommes parlé au téléphone la semaine suivante. J'avais un jour de congé, et je me suis assis sur le quai derrière la maison de l'oncle Marcus à Galveston et je l'ai appelée. Elle semblait nerveuse au début, comme si elle avait peur que je l'appelle pour lui crier dessus. Quand je lui ai parlé de la lettre de Pop, du fonds universitaire et de ce que mes parents avaient fait, elle est restée silencieuse un long moment. Il s'inquiétait exactement de ça, a-t-elle finalement dit. Il me l'a dit la dernière fois que je lui ai parlé, peut-être 1 an avant son décès, il a dit qu'il avait peur que l'argent n'arrive jamais jusqu'à toi. Parlez-moi de la maison, ai-je dit. Alors, elle l'a fait. Et c'est là que l'histoire de ma famille devient beaucoup plus sombre. Quand ma grand-mère est décédée, son testament laissait la maison familiale, une maison de 3 chambres à Pasadena, à partager à parts égales entre Laurie et Diane. Elle ne valait pas une fortune, peut-être 180 000 $ à l'époque, mais c'était la maison de leur enfance. Le plan était simple, vendre la maison, partager les bénéfices. Mais ma mère ne voulait pas vendre. Elle voulait la garder comme bien locatif. Diane n'était pas d'accord. Elle avait besoin de sa moitié de l'argent. Elle traversait un divorce, avait une jeune fille, et essayait de se remettre sur pied. Ça vous dit quelque chose? Voici ce que ma mère a fait. Pop était déjà en mauvaise santé. Les premiers stades de la démence, bien que la famille n'utilisait pas encore ce mot. Ma mère l'a convaincu de signer un arrangement révisé qui lui donnait le plein contrôle de la propriété en tant que gestionnaire de la succession. Diane dit qu'on lui a dit que le document n'était qu'une formalité, que le partage était toujours égal.
Mais lorsque les formalités administratives ont été finalisées, ma mère avait été nommée unique bénéficiaire de la maison. Diane l'a contesté. Ma mère l'a dépeinte comme avide, comme quelqu'un qui essayait d'exploiter l'état de Pop. L'ironie est stupéfiante. Le reste de la famille a pris le parti de ma mère parce que ma mère les avait contactés en premier. Diane a été coupée. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Elle a déménagé dans le Vermont, a tout recommencé, est devenue bibliothécaire, a élevé sa fille seule, n'a jamais dit de mal de ma mère à qui que ce soit, ce que j'ai confirmé plus tard par d'autres personnes qui les connaissaient toutes les deux. Elle a juste disparu. Et Pop, selon Diane, s'en est senti terriblement mal. Il a réalisé ce qui s'était passé après coup. Une fois que ses bons jours lui ont donné assez de clarté pour comprendre, c'est à ce moment-là qu'il a créé mon fonds universitaire. Il ne pouvait pas réparer ce qui s'était passé avec la maison, mais il pouvait essayer de s'assurer qu'au moins une autre personne dans la famille ne se retrouve pas avec rien. Sauf que mes parents ont pris ça aussi. Je suis resté assis sur ce quai pendant un long moment après la fin de l'appel. L'eau était plate et brune, et le ciel faisait ce truc qu'il fait sur la côte du Texas où les nuages s'accumulent à l'horizon comme s'ils attendaient quelque chose. J'ai pensé à Pop, à la façon dont il avait essayé 2 fois de faire ce qui était juste et avait été miné les 2 fois par sa propre fille. Je n'ai fait aucune déclaration dramatique. Je n'ai pas appelé mes parents pour les confronter. J'ai juste pris une décision, tranquillement, de la manière dont j'avais appris à prendre toutes mes décisions depuis qu'ils avaient pris le fond. J'allais réparer ce que Pop n'avait pas pu faire. Mais pas tout de suite. Pas avant de pouvoir le faire d'une manière irréversible. Pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai travaillé. C'est la version ennuyeuse, mais c'est la version honnête. J'ai accepté tous les contrats que je pouvais obtenir. Travaux sur les pipelines, opérations de sauvetage, maintenance de plateformes offshore. J'ai passé 7 mois sur un projet en mer du Nord. J'ai effectué des travaux de réparation de coques d'urgence dans le Golfe après une tempête tropicale. J'ai travaillé avec une équipe qui a récupéré du matériel d'une structure offshore effondrée avec une visibilité de 20 mètres. La plongée commerciale est dangereuse, épuisante et solitaire. Vous passez des semaines sur des navires avec les 12 mêmes personnes, à manger la même nourriture, à dormir dans des couchettes qui sentent le diesel. Votre corps en prend un coup. Vos relations en souffrent parce que vous n'êtes jamais à la maison. Mais l'argent est réel, et j'ai été intelligent avec. Oncle Marcus m'a aidé. Il ne connaissait pas toute l'étendue de mon plan, mais il avait été officier de la garde côtière pendant 25 ans et il comprenait l'argent mieux que quiconque dans ma famille. Il m'a mis en contact avec un conseiller financier. J'ai investi de manière conservatrice. J'ai vécu en dessous de mes moyens. À 25 ans, j'avais de sérieuses économies. À 27 ans, j'avais franchi un cap que je n'aurais jamais cru atteindre. Pendant ces années, j'ai gardé le contact avec mes parents. Anniversaire, vacances, l'appel téléphonique occasionnel du dimanche. Je ne leur ai jamais dit ce que je gagnais. Quand je leur rendais visite, je conduisais un camion d'occasion et je portais les mêmes vêtements que j'avais depuis l'école de plongée. Ils n'avaient aucune idée. Ma mère faisait encore des commentaires. Es-tu sûr de ne pas vouloir envisager de retourner à l'école? Mon père me demandait vaguement quels étaient mes projets. Noël parlait de sa dernière entreprise, quelle qu'elle soit, ce trimestre-là. La licence d'agent immobilier était venue et repartie. Elle avait essayé l'organisation d'événements. Elle avait lancé une affaire de conseil en réseaux sociaux qui, je suis presque sûr, n'a jamais eu un seul client. Pendant tout ce temps, mes parents continuaient de la financer. De petites sommes ici et là. Une aide pour le loyer, des réparations de voitures, un prêt pour des fournitures professionnelles dont tout le monde savait qu'ils ne seraient jamais remboursés. Ils avaient vendu la maison de Pasadena à ce moment-là, celle que ma mère avait prise à Diane, et avaient utilisé une partie des bénéfices pour aider Noël à acheter un appartement. Le reste est allé dans leur retraite. J'ai continué à parler à Diane. Nos appels téléphoniques sont devenus réguliers, 1 fois par mois, puis toutes les 2 semaines. Elle me parlait de sa fille, ma cousine Anna, qui était en école d'infirmière. Elle me parlait de son jardin et de la rénovation de la bibliothèque pour laquelle elle avait fait campagne. Elle me posait des questions sur mon travail, et contrairement à mes parents, elle écoutait vraiment les réponses. Elle ne m'a jamais rien demandé, pas une seule fois, pas d'argent, pas de faveur, pas même des excuses au nom de ma mère.
Elle semblait juste reconnaissante d'avoir de nouveau une famille. Je lui ai rendu visite dans le Vermont l'automne de mes 26 ans. Une petite ville, des maisons blanches en bardage, des feuilles partout. Sa maison était modeste et chaleureuse, et pleine de livres. Elle a fait un rôti. Son chat, un énorme matou orange nommé Biscuit, s'est assis sur mes genoux pendant tout le dîner. « Tu ressembles à Pop », m'a-t-elle dit. Elle pleurait un peu. La même mâchoire, les mêmes yeux. Il serait si fier de toi. C'est à ce moment-là que je lui ai exposé mon plan. Pas en entier, mais assez. Je lui ai dit que Pop avait essayé de réparer les choses et que j'avais l'intention de terminer ce qu'il avait commencé. Elle a secoué la tête. Blake, je n'ai pas besoin de ton argent. Ce n'est pas une question de besoin, tante Diane. C'est une question de justice. Elle n'a pas argumenté après ça. Elle m'a juste regardé comme Pop avait l'habitude de me regarder, comme si j'allais m'en sortir. De retour à la maison, la dynamique familiale a continué sur sa trajectoire prévisible. Le dernier projet de Noël était un partenariat avec une amie pour ouvrir un bar à vin. Elle en parlait depuis des mois. Mes parents étaient enthousiastes. À Thanksgiving, Noël m'a acculé dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Alors, Blake, a-t-elle dit, s'appuyant contre le comptoir avec ce sourire qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Comment vont les affaires de plongée? Tu dois bien économiser maintenant. Ça va. Parce que Kelsey et moi cherchons des investisseurs pour le bar à vin. De petits engagements, rien de fou. J'ai dit à mon frère qu'il pourrait être intéressé. J'y réfléchirai, ai-je dit. Vraiment? Ses yeux se sont illuminés. Ce serait génial. Je t'enverrai le business plan. Bien sûr, envoie-le. Je n'avais absolument aucune intention d'investir, mais j'avais besoin qu'elle croie que je pourrais le faire, car dès que Noël penserait que j'avais de l'argent, elle le dirait à mes parents. Et dès que mes parents le sauraient, ils voudraient savoir exactement combien. Et dès qu'ils découvriraient combien gagne réellement un plongeur commercial, tout le scénario familial allait basculer. Je devais juste contrôler le moment où cela se produirait. Noël m'a envoyé le business plan 2 jours plus tard. Il faisait 11 pages, et les projections financières étaient, pour le dire gentiment, créatives. Je lui ai dit que je l'examinais. Elle m'a remercié avec 3 points d'exclamation, et j'ai commencé à passer des appels à un avocat spécialisé en fiducie à Houston. L'avocate était une femme nommée Patricia Caldwell. Oncle Marcus me l'avait recommandée. Elle avait la soixantaine, un cabinet spécialisé dans la planification successorale et les fiducies caritatives, et n'avait aucune patience pour les bavardages, ce que j'ai apprécié. Je me suis assis dans son bureau au centre-ville de Houston et j'ai expliqué ce que je voulais faire. Je voulais créer une fiducie qui distribuerait 500 000 $ à ma tante Diane. Je voulais qu'elle soit structurée de manière irrévocable. Je voulais que ce soit fait proprement, légalement, et d'une manière que personne ne pourrait contester par la suite. Patricia a écouté, a pris des notes, et a posé une seule question. Est-ce punitif ou réparateur? J'y ai réfléchi. Les deux. Elle a hoché la tête. Bien. Je peux travailler avec l'honnêteté. Le processus a pris environ 3 mois. Paperasse, implication fiscale, structuration du versement pour que Diane ne soit pas écrasée par une charge fiscale soudaine. Patricia était minutieuse. Je l'aimais bien. Elle me rappelait Pop d'une certaine manière. La même franchise, le même refus de perdre du temps sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Pendant ces 3 mois, la vie à la maison a continué son rythme habituel. Noël m'envoyait des SMS sur le bar à vin toutes les 2 semaines. Elle envoyait des photos de lieux potentiels, des échantillons de tissus pour la décoration, des concepts de menus. Chaque message se terminait par une variation de « toujours en train d'examiner le business plan ?» suivi d'un smiley. Je continuais de dire que j'y travaillais. Je me sentais un peu coupable de la faire marcher, mais pas assez pour arrêter. Noël avait passé toute sa vie à supposer que les ressources des autres étaient à sa disposition. Elle avait dépensé mon fonds universitaire sans perdre une seule nuit de sommeil. Quelques semaines de SMS pleins d'espoir n'allaient pas me briser le cœur. Mes parents, quant à eux, étaient en mode soutien total pour le bar à vin. Ma mère en avait déjà parlé à ses amis. Noël ouvre un bar à vin avec son associé. Elle a toujours eu un tel œil pour ces choses.
venant de la femme dont les 3 dernières entreprises de sa fille avaient eu une durée de vie combinée plus courte qu'une saison de télévision. Noël cette année-là fut la dernière fois que nous étions tous ensemble avant que tout ne change. J'ai conduit depuis mon appartement à Galveston. Camion d'occasion, vieille veste, même routine. Personne n'a demandé sur quoi je travaillais. Personne n'a posé de questions sur mes finances. Au dîner, la conversation tournait entièrement autour du bar à vin. Recherche de lieu, image de marque, date d'ouverture prévue. Mon père m'a pris à part après le dessert. Il avait l'air mal à l'aise, ce qui était son état par défaut lorsqu'il était sur le point de me demander quelque chose qu'il savait ne pas devoir demander. Ta sœur a mentionné que tu pourrais investir dans le bar à vin. Elle l'a mentionné. Cela signifierait beaucoup pour elle et pour ta mère. Je suis toujours en train d'examiner les chiffres, papa. Il a hoché la tête, soulagé que la conversation soit terminée. Puis il a ajouté, presque comme une pensée après coup, tu sais, ta mère et moi sommes fiers de toi, Blake. La plongée, tout ça. On ne le dit pas assez. C'était la chose la plus généreuse qu'il m'ait dite depuis des années, et pourtant, cela ressemblait toujours à un prélude à une demande d'argent. En janvier, la fiducie a été finalisée. Patricia a passé en revue les documents avec moi une dernière fois. L'argent serait transféré à Diane en une seule fois par le biais de la fiducie. Propre, légal, irrévocable. J'ai tout signé dans le bureau de Patricia un mardi matin. J'ai appelé Diane ce soir-là. C'est fait, ai-je dit. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, Blake, tu es sûr? Pop voulait que tu aies ta part. C'est ma façon de m'assurer que ça arrive enfin. C'est tellement plus que ma part. Je sais, mais les intérêts sur ce qui t'a été volé s'accumulent depuis longtemps, tante Diane. Pas seulement l'argent, tout. Elle a pleuré. J'ai failli le faire aussi, mais j'étais assis dans mon camion sur un parking devant un Whataburger, et quelque chose dans ce décor rendait l'idée de craquer inappropriée. Alors, j'ai mangé un patty melt et je suis rentré chez moi. L'argent est arrivé sur le compte de Diane début février. Elle m'a appelé quand elle l'a vu, a dit qu'elle n'arrêtait pas d'actualiser son application bancaire parce qu'elle pensait que c'était un bug. On en a ri. Ça faisait du bien de rire de l'argent pour une fois. Je lui ai dit qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Payer son hypothèque, créer un fonds universitaire pour Anna, faire un don à la bibliothèque, le garder, peu importe. C'était à elle. Sans condition. Je vais le dire aux gens, a-t-elle dit. Pas pour me vanter, mais j'ai été invisible pendant longtemps, Blake. Les gens devraient savoir que quelqu'un dans cette famille a finalement fait ce qui était juste. Tu peux le dire à qui tu veux, ai-je dit. Et elle l'a fait. Diane a publié un message sur les réseaux sociaux. Rien de tape à accent grave-l'œil, une photo d'elle et de Pop datant d'il y a des années, et un court message. Elle a écrit comment son neveu l'avait contacté après des années de brouille familiale, comment il avait appris la vérité sur ce qui s'était passé avec la succession de leur mère, comment il avait honoré les souhaits de leur père en réparant les choses. Elle n'a pas mentionné le montant exact, mais elle a dit que cela changeait la vie et que cela prouvait que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est présent. Elle m'a identifié. Elle n'a pas identifié ma mère. Il a fallu environ 48 heures. Une amie de la famille nommée Denise, quelqu'un qui allait à l'église avec ma mère, a vu la publication. Denise et ma mère étaient dans un club de lecture ensemble. Je peux imaginer exactement comment ça s'est passé. Denise montrant la publication sur son téléphone, la montrant à une autre amie. Quelqu'un envoyant un texto à ma mère. Tu as vu ce que ta sœur a publié? Mon téléphone a sonné un jeudi soir. J'étais sur mon canapé à Galveston, en train de regarder un documentaire sur les épaves de navires, ce qui, avec le recul, est assez approprié. C'était ma mère. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Blake. Sa voix avait la température de l'azote liquide. Qu'est-ce que tu as fait? Salut maman. Comment ça va? Ne fais pas ça. De quoi parle Diane sur Facebook? Elle publie que tu lui as donné de l'argent et que tu honores ton grand-père. De quoi parle-t-elle? Exactement de ce qu'elle a dit. Combien d'argent, Blake? J'ai fait une pause. Pas pour un effet dramatique. Je voulais juste m'assurer que j'étais assez calme pour le dire clairement.
500 000 $. Le silence à l'autre bout du fil a duré juste assez longtemps pour que j'entende mon père en arrière-plan dire « Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Puis ma mère a dit, très doucement, « Tu te moques de moi. » Non. Où as-tu trouvé 500 000 $? Je l'ai gagné, maman. C'est ce qui arrive quand on travaille pour gagner sa vie et que personne ne vous le prend. Un autre silence. Plus long cette fois. Tu as donné un demi-million de dollars à la femme qui a essayé de détruire cette famille. Non, j'ai donné un demi-million de dollars à la femme que cette famille a rejetée. Exactement comme Pop a essayé de le faire, et exactement comme tu l'en as empêché. J'ai entendu sa respiration changer, cette inspiration saccadée et aiguë qu'elle prend juste avant de crier ou de pleurer. Avant qu'elle ne puisse faire l'un ou l'autre, j'ai dit, je sais pour la maison, maman. Je sais ce que tu as fait avec le testament de grand-mère. Je sais que Pop a créé mon fonds universitaire parce qu'il se sentait coupable de ce qui était arrivé à Diane et qu'il avait peur que tu me fasses la même chose. Et c'est ce que tu as fait. Elle a raccroché. Mon téléphone a recommencé à sonner presque immédiatement. Papa, puis Noël, puis encore maman. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Le premier texto est venu de Noël à 21h47 ce soir-là. C'est quoi ce bordel, Blake? Maman est hystérique. Tu as donné un demi-million de dollars à tante Diane. Et le bar à vin? Et nous? Je l'ai lu 2 fois. Et nous? Après tout, après mon fonds universitaire, après des années d'invisibilité, après m'être fait dire que mon avenir ne valait pas la peine d'être sauvé, et nous? J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le documentaire sur les épaves jouait toujours. Je l'ai laissé allumer. Les 72 heures suivantes furent une masterclass sur la façon dont ma famille fonctionne sous pression. Chacun d'eux a réagi exactement comme on pourrait s'y attendre si on a bien suivi. Ma mère est passée en mode gestion de crise totale. Elle a commencé à appeler les membres de la famille élargie, les amis, toute personne qui aurait pu voir la publication de Diane. Sa version des faits, que j'ai entendue indirectement par l'oncle Marcus, était que j'avais été manipulé par Diane pour donner de l'argent que je n'avais pas vraiment, que Diane m'avait ciblé parce que j'étais jeune et influençable, que l'histoire de la maison était un mensonge que Diane racontait depuis des années. Noël a joué la carte de la culpabilité. Elle m'a envoyé un long texto le lendemain matin qui commençait par « Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas blessé » et se terminait par « Je ne comprends tout simplement pas comment tu as pu faire ça à ta propre famille ». Quelque part au milieu, elle a réussi à mentionner le bar à 23 fois. Mon père a envoyé un seul texto. « S'il te plaît, appelle ta mère. » C'était tout. Du Craig tout craché. J'ai attendu 2 jours avant de répondre à qui que ce soit. J'avais besoin de cet espace. Et honnêtement, je voulais qu'ils y réfléchissent. Quand j'ai finalement appelé, j'ai appelé mon père. Non pas parce qu'il le méritait plus, mais parce qu'il était le seul que je pensais pouvoir réellement écouter. Papa, je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Blake, ta mère est dévastée. Maman est embarrassée. Il y a une différence. Silence, puis, ce n'est pas juste. Tu veux parler de justice? Vous avez vidé mon fonds universitaire et m'avez dit que je m'en sortirais. Tu as laissé maman dire que l'avenir de ma sœur valait plus que le mien. Vous avez vendu la maison de grand-mère qui aurait dû être partagée avec Diane et utilisé l'argent pour acheter un appartement à Noël. Et maintenant, tu es contrarié parce que j'ai utilisé mon propre argent, de l'argent que j'ai gagné par moi-même, pour faire ce que Pop m'avait demandé de faire. Plus de silence. Je l'entendais déglutir. Mon père fait ce truc quand il est ému où il se racle la gorge encore et encore. Il le faisait maintenant. Ton grand-père, dit-il lentement, était un homme bon. Oui, il l'était. Et la lettre, il t'a vraiment écrit une lettre? Oui. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'il savait que vous prendriez l'argent, et il m'a dit de trouver Diane. Mon père n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, je suis désolé, Blake. Et je pouvais dire qu'il le pensait. Pas d'une manière qui réparait quoi que ce soit, mais d'une manière qui reconnaissait le poids de la situation. Le problème de mon père n'a jamais été qu'il ne ressent pas de culpabilité. C'est qu'il laisse la culpabilité stagner en lui au lieu de faire quoi que ce soit à ce sujet. J'apprécie, dis-je, mais des excuses ne me rendent pas 4 ans d'éducation et ne rendent pas à Diane 20 ans de famille.
Nous en sommes restés là. Ce n'était pas une conversation satisfaisante. Ce n'était pas censé l'être. La confrontation avec ma mère a eu lieu une semaine plus tard. Elle a conduit jusqu'à Galveston. Je ne l'avais pas invitée. Elle s'est juste pointée. Oncle Marcus m'a appelé pour me prévenir, car elle l'avait appelé pour avoir mon adresse. Je lui ai dit que c'était bon. Je m'y attendais. Elle a frappé à la porte de mon appartement à 10 heures du matin. J'ai ouvert et elle est entrée sans y être invitée. Elle a regardé autour d'elle, inspectant l'espace. C'était un bel appartement. Pas extravagant, mais agréable. 2 chambres, au bord de l'eau, de beaux meubles. Je la voyais recalculer tout ce qu'elle pensait savoir sur ma vie. « C'est ici que tu vis ?» a-t-elle dit. « Oui. »« Depuis combien de temps peux-tu te permettre quelque chose comme ça ?»« Quelques années. » Elle s'est assise sur mon canapé. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que dans mon souvenir. Pendant une seconde, j'ai eu pitié d'elle. Mais ensuite, elle a ouvert la bouche. « Tu me dois une explication, Blake. »« Non, maman. Vraiment pas. Cet argent aurait pu aider ta sœur. Il aurait pu aider cette famille. Au lieu de ça, tu l'as donné à une femme qui a essayé de nous détruire. Diane n'a essayé de détruire personne. Elle a demandé sa moitié de la maison de grand-mère. Tu la lui as prise. Pop le savait. Il l'a écrit. Et tu as utilisé son fonds pour moi pour renflouer Noël, de la même manière que tu as utilisé la succession de grand-mère pour écarter Diane. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'est effondré, pas en larmes, mais en quelque chose de plus difficile à regarder. La reconnaissance. Pendant peut-être 3 secondes, le visage de ma mère a montré qu'elle savait exactement de quoi je parlais et qu'elle savait que j'avais raison. Puis le mur s'est relevé. « Tu ne sais pas ce que c'était ?» a-t-elle dit. Diane était impossible. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle voulait toujours ce que j'avais. Elle voulait la moitié d'une maison, maman. Ce n'est pas de la jalousie, ce sont des mathématiques. Et ta sœur. Tout ce que j'ai fait pour Noël, je l'ai fait parce qu'elle avait besoin d'aide. Noël a toujours besoin d'aide. C'est ça le problème. Tu lui as appris que quelqu'un la rattraperait toujours. Et la personne que tu as sacrifiée pour le faire, c'était moi. Ma mère s'est levée. Elle a attrapé son sac à main. Elle s'est dirigée vers la porte. Et puis elle s'est retournée et a dit la chose qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la possibilité de réparer cette relation. Si tu avais la moindre loyauté envers cette famille, tu serais venu nous voir avant de donner 1 centime à cette femme. Je suis venu te voir, maman. J'avais 17 ans. Et tu m'as dit que je m'en sortirais. Elle est partie. Elle n'a pas claqué la porte, ce qui était presque pire. Elle l'a juste fermée avec ce petit clic précis, comme si elle quittait une réunion d'affaires. C'était il y a 7 mois. Voici où tout le monde en est aujourd'hui. Ma mère et moi ne nous parlons plus. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle a raconté à la famille sa version, à savoir que j'ai été escroqué par Diane et que je finirai par revenir à la raison. Certains parents la croient, d'autres non. Je ne perds pas beaucoup d'énergie à m'en soucier. Mon père m'appelle toutes les quelques semaines. Des conversations courtes. On parle de baseball, du temps, de ses projets de retraite. Il ne mentionne jamais ma mère ni l'argent. Je pense qu'il essaie de maintenir un semblant de connexion sans avoir à affronter quoi que ce soit, ce qui est la chose la plus, Craig, imaginable. Je le laisse faire. Les appels ne sont pas rien, même s'ils ne sont pas suffisants. Noël, le bar à vin n'a pas vu le jour. Son associé s'est retiré après ce que Noël a décrit comme des « différents créatifs », mais que je soupçonne être la prise de conscience de l'associé que l'argent de la famille de Noël n'arriverait pas. Elle travaille de nouveau à temps partiel, vivant dans l'appartement que mes parents lui ont acheté. Elle m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. Il y avait écrit « Je pense à toi », sans adresse de retour. Je ne sais pas encore quoi faire de ça. Diane a utilisé une partie de l'argent pour rembourser son hypothèque et créer un fonds universitaire pour Anna. Elle a fait don de $20 000 à sa bibliothèque pour une nouvelle salle de lecture pour enfants. Elle l'a nommée la « salle de lecture Pop Larson ».
quand elle m'a envoyé la photo de la plaque de dédicace, je suis resté assis dans mon camion pendant 10 minutes avant de pouvoir conduire. Oncle Marcus est venu me rendre visite le mois dernier. Nous sommes allés pêcher dans la baie, sur les mêmes eaux où Pop m'emmenait. Nous n'avons rien attrapé, ce qui semblait juste. Tu as fait une bonne chose, gamin, a-t-il dit. J'ai fait ce que Pop m'a demandé de faire. C'est la même chose. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que je me sens bien à propos de tout. J'ai perdu mes parents, en gros. Ma sœur est une étrangère. La moitié de ma famille élargie pense que je suis le méchant. Ce n'est pas rien. Mais je pense à Pop. Je pense à lui, assis dans sa cuisine, écrivant cette lettre de sa main soignée, espérant qu'un jour je serais en mesure de terminer ce qu'il avait commencé. Je pense à Diane, assise dans sa petite maison du Vermont, ayant enfin une part de ce qui lui a été enlevé. Et je pense à ce matin sur le bateau, quand j'avais 13 ans. Pop me disant que j'allais m'en sortir parce que je n'avais besoin de personne pour me dire ce que je valais. Il avait raison. Je vais bien. Et pour la première fois de ma vie, les personnes qui ont essayé de me convaincre du contraire sont celles qui doivent trouver comment s'en sortir sans moi.